Si je vous parle de lacs par centaines, avec en tête celui d'Ujselmeer, de l'Aï, de la Hollande, double province mais non pays à elle seule, de Maastricht, de Rotterdam, des moulins de Kinderdijk, d'Amsterdam, sa rue des coffee shops, ses balades à vélo, ses territoires d'outre-mer, Aruba, Curaçao, ses fromages, avec en tête le Gouda, Edam, la peinture entre Rembrandt, Van Gogh, Rubens ou Vermeer, Erasme, Otto Frank, le football total, la grande Ajax des années 70 ou plus récemment celle qui a émerveillé l'Europe il y a 3 ans, Johan Cruyff, Robert Huizenbrink, un éternel perdant avec 3 finales perdues, la tête phénoménale de Van Persie. Vous devinez bien sûr que je vous parle des Pays-Bas, 8ème nation FIFA, qui s'avance comme l'un des principaux outsiders à la Coupe du Monde, qui sera donc ma deuxième destination choisie dans ma série sur la Coupe du Monde. Destination Coupe du Monde épisode 2, c'est parti. Je vous emmène donc aujourd'hui aux Pays-Bas, monarchie constitutionnelle de 17 millions d'habitants, dont le roi et chef d'État est Guillaume Alexandre. Les Pays-Bas, ils obtiennent une forme d'indépendance dès 1648 après la guerre des 80 ans où ils vont sortir du giron espagnol, mais en soi, le royaume des Pays-Bas est lui créé 200 ans plus tard, le 19 avril 1839, et aujourd'hui, la fête nationale, en fait, c'est la date d'anniversaire du roi, donc c'est une date qui évolue dans le temps. Les Pays-Bas, c'est aussi un territoire de 41 530 km², dont 18% sont des lacs, donc quand je dis qu'il y a des lacs par centaines, c'est peut-être même par milliers, et il y a un quart du territoire qui est sous le niveau de la mer, donc c'est un pays qui est notamment à risque par rapport à l'augmentation du niveau de la mer. C'est un pays qui est progressiste et novateur, parmi les premiers à décriminaliser l'avortement, la prostitution, l'euthanasie ou encore certaines drogues, et qui est notamment en avance sur tout ce qui est question écologique. Aux Pays-Bas, le sport a une place très importante, avec en tête le hockey sur gazon, qui partage cette place avec le football, bien sûr, et je vais profiter de ce moment pour remercier Enzo Pailo, j'espère que je prononce bien ton nom, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo en répondant à de nombreuses de mes questions, merci beaucoup. Je mets le lien de ton Twitter dans la description, évidemment aussi de ton magazine Orange, que je vous conseille à tous, c'est super intéressant, et c'est sur le football néerlandais, bien sûr, et donc en transition, la place du football aux Pays-Bas, elle est très importante dans un grand événement comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Le peuple, voilà, s'habille d'orange de partout où il va sortir dans les rues, regarder à fond les matchs, être à fond derrière son équipe, mais c'est aussi un peuple qui a des avis assez tranchés, et donc justement pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, voilà, il y a eu pas mal de critiques au pays, c'est un des pays qui a été le plus critique notamment. Il y a également un match contre la Lettonie lors des qualifications pour la Coupe du Monde, justement, où les joueurs des Pays-Bas arboraient un t-shirt noir où il y avait marqué « Football Supports Change » en hommage aux ouvriers morts pendant la construction des stades. La fédération néerlandaise est l'une des plus anciennes du football, créée en 1889 sous le nom MVB, Nederlandsche Voetbalbond, et du coup elle joue son premier match face à un club anglais, Felixstowe, en 1894. Évidemment la fédération des Pays-Bas fait partie des membres fondateurs de la FIFA en 1904, il va jouer son premier match international contre la Belgique. Les Pays-Bas vont bien sûr faire partie des premiers pays à intégrer les JO en 1908 pour la partie football. Ils vont perdre en demi-finale face à la Grande-Bretagne 4-0, mais ils vont obtenir leur première médaille de bronze olympique. Les deux autres vont suivre juste après, en 1912 et en 1920. En revanche, les Pays-Bas vont pas participer à la première Coupe du Monde de l'histoire en Uruguay en 1930, puisque de par sa localisation en Uruguay et les coûts que ça impliquait en termes de transport, c'était pas abordable pour eux, donc ils ont décidé de ne pas y participer. Par contre, ils étaient bien là en 1934 quand la Coupe du Monde était en Europe, et cette fois-ci ils ont été éliminés en 8e de finale. Alors c'est assez surprenant, mais il va falloir attendre 40 ans avant de revoir les Pays-Bas en Coupe du Monde pour plusieurs raisons. La Seconde Guerre mondiale arrive, forcément il fragilise beaucoup le football néerlandais, qui décide de rester amateur jusqu'en 1954 et donc ne participe même pas aux qualifications pour les Coupes du Monde 50 et 54. Le pays rejoint l'UEFA en 1954 et reprend donc les qualifications. Et donc il va falloir attendre la 5e tentative de la Coupe du Monde 1974 pour voir les Pays-Bas enfin y participer de nouveau avec une génération dorée, bien sûr, celle qu'on connaît tous, celle de Johan Cruyff, et presque la deuxième équipe de l'Ajax, si je puis dire, puisque la quasi-totalité de la sélection était composée de joueurs de l'Ajax, et pas forcément des joueurs du Feyenoord qui avaient pourtant remporté la Ligue des Champions ou Coupe des clubs champions à l'époque en 1970, sacre qui est pas très connu pour le coup de ce que m'avait dit Enzo, et je suis assez d'accord avec lui. Une génération complètement dorée, pleine de talent, qui va émerveiller le monde lors de la Coupe du Monde 1974 avec ce qu'on appelle le Total Voetbal, mais qui va malheureusement échouer en finale face à la RFA de Franz Beckenbauer. Première défaite donc en finale pour les Oranges, donc le surnom
de la sélection, il va y avoir une deuxième tentative 4 ans plus tard lors de la Coupe du Monde 78 en Argentine où Johan Cruyff ne participe pas puisque il a subi une tentative d'enlèvement de sa famille en Espagne peu avant la Coupe du Monde en réponse sûrement à sa position très opposée face au régime dictatorial en Argentine et donc il ne participe pas à la Coupe du Monde mais ça n'empêche pas les Pays-Bas et leur jeu magnifique d'atteindre une nouvelle fois la finale. Malheureusement il y a une controverse aussi lors de la finale entre les Pays-Bas et l'Argentine, les Pays-Bas qui accusent l'Argentine d'avoir ralenti au maximum le processus d'entrée au stade pour que les Pays-Bas soient un petit peu effrayés, on va dire, par le contexte et la foule amassée qui était assez hostile face à eux. Alors je sais pas si au final c'était vrai ou non, j'y étais pas, mais voilà, un petit peu de controverse qui s'est rajouté donc à un match malheureusement perdu par les Pays-Bas aux prolongations face à l'Argentine, 3-1 si je dis pas de bêtises, et c'est aussi là que les Pays-Bas vont acquérir ce surnom de perdants magnifiques puisque leur jeu était tout simplement incroyable, mais ça ne leur a pas apporté de titre de défaite en finale. Sur les 6 éditions suivantes de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ne se qualifient qu'à 3 reprises, atteignant notamment une fois les demi-finales. Mais bien sûr, on arrive au Mondial 2010, nouvelle compétition largement réussie par les Pays-Bas qui, sous la génération de Schneider, Van Persie ou encore Arjen Robben, vont atteindre la finale, mais malheureusement, encore une fois, perdre en prolongation, cette fois, face à la Roja de Andrés Iniesta qui marque l'unique but du match à la fin des prolongations. Troisième finale et troisième défaite pour les Pays-Bas. Malheureusement, s'ensuit donc la Coupe du Monde 2014, où cette fois-ci les Pays-Bas n'arrivent pas en finale, ils sont défaits par l'Argentine en demi-finale, puis ils iront chercher cette troisième place face au Brésil, mais il y a quelques anecdotes assez intéressantes. D'un côté, bien sûr, cette tête de Van Persie qui lui vaudra, je crois, le prix Puskás, si je dis pas de bêtises, et évidemment, ce match face au Costa Rica en phase éliminatoire où en fait ils vont faire rentrer Tim Krul juste avant la fin des prolongations et ce Tim Krul va sauver les Pays-Bas en arrêtant plusieurs pénaltys si je dis pas de bêtises. Voilà, petite histoire assez intéressante mais qui ne va pas amener les Pays-Bas au titre cette fois-ci. Après ils vont rater le Mondial 2018 et donc cette fois-ci ils sont qualifiés pour le Mondial 2022. Finalement, les Pays-Bas ont marqué l'histoire du foot du point de vue du jeu, mais en termes de résultats, ils n'ont toujours pas remporté la moindre Coupe du Monde. Alors par contre, c'est un petit peu moins vrai en Euro, parce que s'ils ont échoué 4 fois en demi-finale, ils ont quand même remporté le Graal en 1988 à Munich, en s'imposant en finale face à l'Union soviétique. Donc il y a au moins un titre pour les Pays-Bas déjà. Si on fait un point rapidement sur le parcours des Pays-Bas depuis 1-2 ans, et il y a cette qualification pour la Coupe du Monde, évidemment, dans un groupe pas forcément évident avec la Turquie et la Norvège, ils se sont imposés sans trop de soucis, premiers avec 23 points, 7 victoires de nul et quand même une défaite, et dernièrement sur les matchs amicaux du mois de juin, il y a eu 3 victoires et un match nul, victoire contre la Belgique et 2 fois le Pays de Galles et un match nul contre la Pologne, 11 buts marqués, 6 encaissés en seulement 4 matchs. Et maintenant on va pouvoir passer à l'équipe et je remercie encore une fois Enzo, c'est le point sur lequel il m'a le plus aidé. Je connaissais un petit peu la sélection néerlandaise bien sûr, mais se projeter sur la Coupe du Monde dans 6 mois c'est pas forcément facile, donc je vais vous montrer un petit peu l'équipe a priori qui devrait partir en Coupe du Monde à la fin de l'année. Alors avant toute chose, quelques mots sur Louis van Gaal, 71 ans, et qui est revenu sélectionneur des Pays-Bas. C'est un ancien joueur bien sûr qui a joué au Sparta Rotterdam, et il est coach depuis 1986, il a fait de l'Ajax, le Barça, l'AZ, le Bayern, le Manchester United, et c'est sa 3e période aux Pays-Bas après 2000-2001 et 2012-2014. Il a à son palmarès une 3e place au Mondial 2014 et une Ligue des Champions en 1995 bien sûr. Au niveau du système de jeu qu'il va appliquer, ça va être très sûrement un 3-5-2, avec pour commencer le poste le plus faible a priori aux Pays-Bas, c'est le poste de gardien, ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui le choix il se porte plutôt entre Justin Bijlow et Jasper Cillessen, c'est le premier cité qui devrait être titulaire, qui a montré de belles choses au Feyenoord, mais ça reste un poste sur lequel les Pays-Bas sont pas à leur avantage par rapport aux autres nations, donc c'est un petit casse-tête depuis des années du côté de Louis van Gaal. En défense centrale pour le coup il y a 3 joueurs à sélectionner et pourtant c'est quand même un casse-tête parce que les Pays-Bas sont hyper bien fournis dans ce secteur. Derrière l'indéboulonnable Van Dijk au centre de la défense, et on a normalement Jurgen Timber de l'Ajax et Nathan Ake de Manchester City qui devraient être respectivement à droite et à gauche. Derrière, il y a encore des très bons joueurs, je peux penser bien sûr à De Ligt ou encore à De Vrij, mais aujourd'hui, voilà, ils sont un petit peu derrière dans la hiérarchie, mais ça pourrait évoluer évidemment. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le trident que je vous ai cité, il était notamment là lors de la victoire écrasante contre la Belgique, 4-1, il se connaît, et pour la plupart, il est assez jeune. Voilà, un secteur de l'équipe où vraiment il n'y a aucun souci à se faire.
Du côté des pistons, on a d'abord à droite, pas vraiment de doute, puisque Dumfries devrait être titulaire sans trop de problème, il est excellent dans ce rôle, et son concurrent c'est Atteber qui est en perte de vitesse dernièrement. À gauche pour le coup il y a beaucoup plus d'options, pour l'instant c'est Daley Blind qui est préféré par Louis van Gaal, qui aime beaucoup ce joueur, mais il y a deux jeunes qui topent à la porte, Tyrell Malacia de Manchester United, et Owen Wijndal qui vient de signer à l'Ajax. Voilà, il va y avoir la lutte à 3 pour ce poste-là. Donc de ce m'a dit Enzo, il préférait avoir plutôt un jeune comme Malacia ou Wijndal. Mais on sait que Louis van Gaal aime beaucoup Daley Blind, qui aime aussi l'expérience et le temps de jeu. Donc si Blind venait par exemple à changer de club, ce qui était je crois dans les tuyaux dernièrement, et qu'il allait dans un club qui joue la C1 et qui lui donne beaucoup de temps de jeu, il pourrait être titularisé. Mais moi j'avoue que de mon côté, j'aimerais bien avoir un petit jeune, et pourquoi pas un petit Owen Wijndal que j'ai un petit peu suivi à la Z et qui me semble vraiment très performant. Dans l'entrejeu, il n'y a pas de débat pour le poste de Frankie de Jong, bien sûr, qui est excellent dans le milieu de terrain. Teun Koopmeiners semble avoir l'avantage à droite aussi, même si on a quand même des Ryan Gravenberch ou encore Davy Klaassen qui pourraient lui prendre la place. En tout cas, il peut y avoir une rotation à ce poste-là. En numéro 10, pas vraiment de débat non plus sur Steven Berghuis, qui est le seul 10 vraiment de métier à ce poste, et donc il devrait être aligné. Devant, pas de débat non plus, puisque Bergwijn et Depay sont parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs de la sélection dernièrement, notamment Depay qui excelle avec les Pays-Bas, même quand il a des difficultés au Barça ou même à Lyon précédemment. Les concurrents directs de ces joueurs-là, ça va être des Malen, Luc de Jong, Weghorst, Gakpo, Lang, Danjuma. Certains seront de la partie en Coupe du Monde, d'autres malheureusement seront laissés sur le carreau, et ils auront forcément quelque chose à apporter en sortie de banc, voire peut-être dans un autre système si Louis van Gaal décide d'adopter autre chose. Justement, en termes de style de jeu, Louis van Gaal, il va un petit peu dans la simplicité, il profite, on va dire, des avantages de ses joueurs avec un jeu vers l'avant de passe courte, concentré plutôt dans l'axe du terrain, pour pouvoir utiliser non seulement la technicité de son milieu de terrain, mais aussi de ses deux joueurs devant, Depay et Bergwijn, et ça permet surtout de libérer de l'espace sur les côtés pour ces deux pistons, et ensuite pouvoir, par exemple, faire des centres ou encore des percées vers le but. Maintenant, je vais vous parler de quelques joueurs à suivre que m'a proposé Enzo et où je suis complètement d'accord avec lui. D'abord, on a le duo barcelonais Frankie de Jong, Memphis Depay, évidemment. Les deux qui sont dans un contexte pas forcément très facile au Barça. De Jong est pas forcément très bien utilisé tout le temps, et Depay, il y a énormément de concurrence, mais ce qui est une constante chez ces deux joueurs, c'est que dès qu'ils reviennent en sélection, ils sont brillants. De Jong est parmi les meilleurs du monde à son poste, et Depay, en plus d'avoir une très bonne technique, il a un duo qui fonctionne très très bien avec Bergwijn, donc c'est deux joueurs qui vont être essentiels pour les Pays-Bas. En défense, évidemment, Van Dijk va être la tour de contrôle hyper importante de la sélection. Dès qu'il n'est pas là, c'est vraiment différent, il y a beaucoup moins de sérénité dans cette défense, que ce soit à Liverpool ou aux Pays-Bas, il est indispensable. Évidemment, je vous cite aussi Jurriën Timber, très jeune joueur, 21 ans, qui joue à l'Ajax, une des pépites, le futur un petit peu de la défense centrale des Pays-Bas, qui a déjà pas mal de poids sur ses épaules, aussi bien en club qu'en sélection, mais pour l'instant, il le porte plutôt bien. Et le dernier joueur, c'est plutôt le Factor X des Pays-Bas, c'est le gardien. Peu importe celui qui sera choisi, il y aura énormément de pression sur ses épaules parce que c'est le poste a priori le plus faible et celui qui devrait faire la différence entre un parcours qui peut emmener les Pays-Bas qui sait peut-être jusqu'à la victoire, ou alors un Pays-Bas qui pourrait sortir assez bêtement en quart, huitième de finale. On en vient donc à mon pronostic pour les Pays-Bas, et on va s'intéresser bien sûr au groupe des Pays-Bas, celui du groupe A de l'Équateur, que j'ai étudié lors du premier épisode, mais aussi du Sénégal et du Qatar. Groupe où les Pays-Bas devraient assez logiquement sortir en tête normalement, alors pas forcément avec 9 points, mais a priori ils ne devraient pas perdre le moindre match, peut-être laisser des points face au Sénégal et ou à l'Équateur. C'est une sélection qui s'annonce pas forcément comme parmi les plus grands favoris de la Coupe du Monde, comme peuvent être la France ou encore le Brésil, mais qui par contre sera parmi les top outsiders. Également parce qu'il y a un petit côté de last dance pour Louis van Gaal, du coup ça va être sa dernière Coupe du Monde à la tête des Pays-Bas avant que Ronald Koeman prenne la suite, et donc apparemment ce côté dernière Coupe du Monde, plus il est un petit peu malade, font que le groupe est très soudé autour de lui et a envie d'apporter enfin ce titre aux Pays-Bas, et donc on peut penser que ce petit surplus d'énergie pourrait faire la différence, notamment dans les phases éliminatoires en prolongation, pour aller chercher ce petit but qui pourrait permettre aux Pays-Bas d'aller chercher enfin cette première Coupe du Monde.
Ça risque d'être difficile quand même parce que bon, derrière la phase de groupe où voilà, je pense que les Pays-Bas finiront premier, ça leur donne un deuxième du groupe B qui ne devrait pas être l'Angleterre, donc un huitième de finale plutôt abordable. Bon, ça avance derrière sur les quarts de finale où on commence forcément à rencontrer des grosses sélections. Enzo avait fait un petit peu la simulation, ça pourrait être l'Argentine de Léo Messi, et dans ce cas-là, voilà, difficile à pronostiquer, les Pays-Bas pourraient quand même l'emporter. Globalement, moi je vois les Pays-Bas passer au moins en quart de finale, sortir de leur groupe, passer le huitième de finale sans encombre, et ensuite à partir des quarts de finale, voilà, on sait ce que c'est une très grande compétition, ça se joue sur des détails. Enzo va pas forcément les Pays-Bas l'emporter, in fine, les voir arriver en finale au mieux. Moi de mon côté, je me dis que si les Pays-Bas arrivent en finale, on sait jamais, et avec la fougue un petit peu de la jeunesse, ils peuvent, pourquoi pas, l'emporter, mais je vais rester quand même sur le prono d'Enzo, et même un petit peu plus pessimiste. Moi je pense que les Pays-Bas iront jusqu'en demi-finale, mais pas plus loin. Mais j'espère me tromper, parce que c'est une sélection qui est vraiment exceptionnelle par son histoire, mais aussi par son vivier de talent. Je vous ai cité plein de joueurs, mais il y en a encore d'autres que j'aurais pu citer. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce deuxième épisode vous aura plu. Voilà, on est parti pour une très très longue série. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo, la partager. Bien sûr, évidemment, je vous pose une question en commentaire, vous la devinez. Pour vous, quel va être le parcours des Pays-Bas, et également quel est le joueur à suivre, peut-être le jeune joueur à suivre côté Pays-Bas? Répondez-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destination Coupe du Monde. Ciao ciao tout le monde.